Bonjour et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la charge mentale maternelle, cette réalité invisible qui pèse dans la tête, le corps et les émotions de tant de femmes. Cette charge invisible qu'on attend des mères qu'elles portent sans broncher, sous peine d'être vues comme dépassées. Dans cet épisode, Charlène Machpi, doula périnatale, prend la parole pour partager ce qu'elle observe chaque jour aux côtés des familles. La pression constante, l'anticipation, le besoin de tout gérer parfois jusqu'à l'épuisement silencieux. Avec sensibilité et engagement, elle nous aide à mieux comprendre ce que vivent réellement les femmes, ce qui pèse sans se voir, et comment un accompagnement humain, professionnel ou familial peut tout changer. Pour découvrir son univers et ses accompagnements, rendez-vous sur charlendoula.fr. Le lien est aussi en description de l'épisode. Vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'écouter et de m'offrir cette audience. Donc, je suis doula et j'accompagne les mamans, les papas, les coparents, les familles et les couples avant, pendant et après une naissance. Avant, donc c'est à partir du moment où on se pose la question de tiens, est-ce que j'ai envie d'être maman, jusqu'au postpartum. C'est-à-dire le moment où, à mon sens, on ne se ressent plus en postpartum. Ça peut être quelques mois, quelques semaines, quelques années. Mon idée, c'est d'être présente en tant que professionnelle de l'écoute. Donc, je vais essentiellement écouter les émotions qui sont liées à cette période, à ce qui est vécu sur l'instant. Je vais soutenir après par un soutien logistique, un soutien informationnel aussi quand il y a des questions très précises, très pointues, mais aussi un soutien communicationnel au sein du couple et de la famille quand il y a des besoins, voilà, quand il y a du conflit ou des tensions. Et puis un soutien pratico-pratique, voilà, issu du service à la personne. Alors, qu'est-ce que tu observes le plus souvent lorsque tu rencontres une mère qui porte beaucoup, parfois trop? La fatigue, des cernes, des cris, des émotions à fleur de peau, de grandes tensions dans le couple, ou envers les enfants, un surmenage, voilà. Et parfois ça peut bien sûr aller jusqu'au burn-out parental ou à la dépression postpartum. Mais là on reste dans un cadre médical et dans ce cas-là, je renvoie vers des professionnels de santé. Comment décrirais-tu la charge mentale maternelle avec tes mots à toi? Oh oh! Pour moi, la charge, mentale maternelle, donc déjà c'est lié à la maternité, donc c'est une femme qui va porter cette charge. C'est un paquet de beaucoup, beaucoup trop de choses. C'est l'image que j'ai, c'est, la hotte du Père Noël qui déborde beaucoup trop, où, la hotte, en fait, le traîneau ne peut pas partir, parce que là, tout le monde est incapable de supporter ça. Donc c'est vraiment une notion de beaucoup trop. En tout cas, c'est vraiment une charge, c'est vraiment un poids, quelque chose qui va nous alourdir dans notre quotidien et qui va nous parfois nous freiner, en fait, dans nos élans de vie et dans ce qu'on est. Pour celles qui n'arrivent pas toujours à mettre de mots, c'est quoi la charge mentale? Donc, la charge mentale a été définie par Monique Eco, en 84, si je ne me trompe pas. Et donc c'est l'idée, qu'une personne va penser en parallèle, à des choses, qui ne sont pas du même monde, de la même sphère. Exemple, penser, penser, à, comment je vais emmener mon enfant à l'école et penser à comment je dois terminer mon rapport, demain, ainsi que, tiens, qui va devoir, mettre en route, le lave-vaisselle ce soir? Quels sont les éléments invisibles que les mères gèrent en permanence? Il y a de supers ouvrages qui parlent de ces éléments invisibles. En fait, ils sont multiples, variés et j'ai envie de dire, liés à des contextes de vie. Par exemple, une maman qui va prendre soin de son enfant va peut-être penser à absolument tout ce qui va concerner sa santé. Donc, tiens, est-ce que ces vaccins sont faits? Est-ce que,
Le carnet de santé est rempli, si l'enfant est malade, tiens, il va falloir que je prenne rendez-vous avec quelqu'un de bien. Je cherche un pédiatre. Comment je sélectionne ce pédiatre? Connaître l'adresse du pédiatre, le rentrer dans le GPS, voilà. Et souvent, la partie invisible, c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas du tout soupçonner. Le partenaire ou la personne autour ne va pas du tout imaginer que cette personne, fait tout ça. Voilà, donc c'est vraiment un truc de c'est pris en charge intégralement par, cette personne, sans qu'il y ait de conscience, de la partie, de l'autre partie, de l'autre partenaire, comme quoi ça, c'est pris en charge. Par exemple, dans le contexte, de vacances, très souvent, il y a, «Tiens, je vais avoir envie de créer des souvenirs familiaux, c'est important pour moi. Je vais, mettre en place me dire quand est-ce que je pars en vacances. Je vais demander à la personne avec qui je vis, quand est-ce qu'elle veut partir en vacances. Il faut que ça colle avec les vacances scolaires, il faut que ça colle avec, les agendas parfois de d'autres parents quand ce sont des familles, reconstituées. C'est, comment, je crée ce planning, où est-ce qu'on va, qui réserve, comment, avec quel argent, est-ce qu'on a le budget, est-ce qu'on a les moyens de se les moyens, mais les moyens physiques, mentaux, logistiques de s'offrir ces vacances, réserver peut-être une voiture. Bref, en fait, c'est préparer les valises. Voilà, je pourrais en étaler encore plus, mais c'est tous ces petits pas qui permettent le jour J d'avoir accès à ce qu'on a. Et donc, c'est, tous ces petits pas qui ont été faits dans l'ombre, la plus parfaite. Et donc les éléments, invisibles, c'est, à partir du moment où on voit quelque chose qui a été fait, c'est 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 se rendre compte combien de temps ça a pris, quelle place dans la vie de la personne ça a pris, quelle, dans quelle, intention ça a été fait, voilà, c'est tout ça. Pourquoi cette charge semble-t-elle augmenter après la naissance d'un enfant? Eh bien parce qu'il y a déjà la charge de soi, la charge parfois de son travail si on travaille, il y a la charge, de la maison si on a une maison ou un appartement, en tout cas un lieu pour habiter. Il y a la charge de ses engagements parfois amicaux, amoureux, heu, voilà, festifs et cetera. Et puis là, clairement, il y a un enfant. Il y a un enfant qui est 100 dépendant, de ses parents. Et lorsqu'il y a un allaitement, qui est 100 dépendant de l'allaitement, de la lactation de la personne qui allaite. Et donc là, tout vacille, parce que tout ce qui a été invisibilisé auparavant, qui est-ce qui rangeait, qui est-ce qui mettait les poubelles, qui est-ce qui décrassait, le plan de travail, qui est-ce qui, faisait tout ça. Mais en fait, là, cette personne, elle n'a plus forcément la possibilité physique, mentale, de penser à tout ça. Heu, ou du moins elle y pense et ça peut parfois l'obséder, mais par contre, elle n'a pas forcément la possibilité de le mettre en place. Et donc, d'un coup, toute l'attention est sur l'enfant, cet état de survie, de vie. Et donc il y a des tâches qui sont juste, abandonnées, laissées pour compte. Et parfois c'est très OK. Et voilà, il y a des mamans qui, pouf, c'est lâcher prise, 100 et c'est très chouette. Et d'autres où en fait ça crée une charge, émotionnelle assez importante, une pression maternelle assez importante. Hem, voilà, pour avoir, toujours la maison, tirée à 4 épingles, l'enfant tiré à 4 épingles, soi-même tiré à 4 épingles. Et donc c'est comment on arrive à vivre, ce contexte avec le moins de pression et surtout que ça ne rentre pas dans des angoisses ou des stimulations, pas chouettes, voilà. Comment se manifeste la pression sociale d'être une bonne mère? Ah ah! Cette pression sociale, à la base, bien sûr, vient du contexte culturel dans lequel on vit, c'est-à-dire le patriarcat. Nous sommes une société qui est gérée, sous ce format. Il existe des sociétés où ce sont des sociétés matriarcales. Et dans ce cas-là, ça n'a strictement rien à voir. Comment, ça se manifeste? Bah, ça se manifeste par des injonctions, des postures, des idéaux, des ressentis, des pressentis,
des regards, des «moi à ta place je», «il faudrait que», heu, par des mots, par des gestes, par beaucoup de choses qui au final n'appartiennent pas du tout à cette maman qui vient d'être maman. Ça appartient à ces personnes qui la jugent, qui lui mettent cette pression. Toutefois, ça a des impacts, et surtout en état de vulnérabilité, quand on devient maman, on se cherche parfois. Notre identité est complètement éclatée, donc comment on recrée ce puzzle de notre propre identité? Et donc comment on fait pour ne surtout pas écouter ces injonctions et tracer sa vie, avec ce qui est au plus profond de soi? Voilà. Comment on fait pour, être une mère pour soi avant tout, heu et se cocooner, soi-même? Voilà, comment se manifeste la pression sociale, c'est par tous ces petites choses. Ouais, je j'aurais à cœur que la culture dans laquelle je baigne, soit une culture beaucoup plus, sage, beaucoup plus solidaire, beaucoup plus sympathique à l'égard des mères. Je sais plus qui dit ça, mais enfin, je crois que c'est Gandhi qui dit: On reconnaît une société à la manière dont ils traitent les animaux, mais j'aimerais rajouter dont ils traitent les mères, dont ils traitent les parents, dont ils traitent les enfants aussi. Parce qu'il y a beaucoup à faire. Dans ce cadre-là, que la première cause de mortalité, maternelle, c'est le suicide. Donc c'est le manque d'écoute, c'est le manque, de soutien en termes de santé mentale, de professionnels, adaptés à la périnatalité, qui vont comprendre les enjeux et qui vont pouvoir être en nombre et en qualité et en quantité, suffisante pour accompagner toutes ces mamans qui sont en détresse et toute cette solitude et cet isolement qui se trouve autour des mamans. Et donc, j'ai envie de dire: «Ne restez pas seul, ne restez pas seul». Est-ce que tu observes un lien direct entre charge mentale et santé mentale? Oui, absolument, c'est indéniable, en tout cas moi dans ma pratique, plus la charge mentale est dense et où il n'y a pas de répondant en face, il n'y a pas de soutien en face, que ce soit un soutien professionnel, familial, amical, et plus la santé mentale se délabre. Lorsqu'il n'y a pas un système de résilience ou de lâcher prise, déjà opéré, en fait. Voilà, et je dis pas du tout que c'est de la faute à qui que ce soit de pas avoir accès à la résilience ou du lâcher prise, pas du tout. C'est vraiment, quand on fait face à cette charge mentale, il voilà, il y a besoin de soutien, et si on n'est pas assez ressourcé, en soi, hem à travers cette charge mentale, si on ne s'octroie pas de temps pour soi, c'est évident que la santé mentale en prend un coup, et il existe énormément de solutions possibles pour prendre soin de sa santé mentale, et permettre, que toute la famille aille bien. Et je tiens à préciser, un soutien, à titre gratuit ou à titre, payant. En tout cas, je pense notamment au CMP, au CHU, mère-enfant, aux unités mère-enfant qui sont dans les CHU. Voilà, il existe plein de choses. Ne vous laissez pas, envahir. Vous êtes l'expert de vous-même, et seul vous sachez profondément ce que vous ressentez, et donc prenez soin de vous. Et puis si, on a atterri dans un état où, on n'a plus la force de prendre soin de soi, et bien dans ce cas-là, merci aux coparents, à la famille, aux proches de faire un holà, de faire un stop et de dire: «Là, ça ne va pas. Je connais un tel, on va aller rencontrer cette personne et on va prendre soin de toi». Les émotions derrière la charge mentale. Quelles sont les émotions les plus fréquentes chez les personnes que tu accompagnes? Eh bien, les émotions les plus fréquentes, ça va être, la culpabilité. La culpabilité, c'est très souvent une émotion que les personnes ne considèrent pas comme une émotion. Parce qu'on va souvent citer, le stress, la peur, la joie, l'émerveillement, le dégoût, la colère, la tristesse. Mais en fait, la culpabilité, on va se dire: «Ah, c'est un truc, quoi». Alors que vraiment la culpabilité, c'est le truc qui est le truc, l'émotion qui est la moins, explicitée. C'est un peu l'émotion, tout comme la honte, je trouve. La culpabilité et la honte, c'est quand même les deux émotions qui sont très, très rarement mises sur le tapis. Heu, voilà.
comme s'il y avait une honte à se dire dans sa culpabilité ou autre. Et je trouve que c'est aussi culturel dans certaines contrées. La culpabilité, c'est très OK, au même titre que la joie ou la colère, il y a pas de souci. Après, moi, ça fait quand même des années, maintenant je peux parler de plusieurs décennies, que je travaille dans le milieu des émotions, dans le domaine des émotions et des sentiments. Et il y a encore peu, la colère, la tristesse, c'était des émotions de bas rang auxquelles on ne parlait pas. On ne s'exprimait pas, c'était même des choses assez tabous. Et aujourd'hui, je vois, il y a même des humoristes qui créent des spectacles autour de la colère ou de la tristesse, et je trouve ça très chouette de pouvoir démocratiser ces émotions, tout aussi importantes que la joie, j'allais dire la folie, mais non, la joie, l'émerveillement, la reconnaissance, et cetera. Ce sont des émotions, elles sont là, elles existent, elles indiquent quelque chose de précieux, et donc autant les écouter, elles sont là. Pourquoi le mettre de côté? Comment la charge mentale peut-elle générer un sentiment d'échec? Ah ah! Eh bien, lorsque on pense à mille et une choses, dans sa tête qu'on classe ou que c'est en désordre, quelle que soit notre manière de vivre cette charge mentale, si, si on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, de ce qu'on voit, ce qu'on projette, et cetera, oui, on peut le vivre comme un échec. Et dans ce cas-là, à nouveau, s'il y a un sentiment d'anxiété, voilà, de quelque chose de vraiment très profond et très ancré, l'idée là, c'est de prendre soin de soi en allant voir un professionnel de santé mentale, et idéalement issu de la périnatalité si, vous êtes dans un contexte périnatal. Peux-tu nous parler de cette ambivalence, aimer profondément son enfant tout en étant épuisé et dépassé? Être épuisé, dépassé et commencer à aller vers, des automatismes, là, on bascule, fortement sur un état de dépression postpartum. Dans ce cas-là, il y a des associations incroyables. Je pense à Maman Blues, qui œuvrent auprès des mamans qui sont en dépression postpartum, mais aussi des parents, des pères qui vivent une dépression postpartum. Ça représente un homme sur 10. On commence à en parler tout juste, et aussi du partenaire qui n'est pas en dépression postpartum, mais qui vit avec cette personne, qui accompagne cette personne au quotidien, et donc voilà, il y a tout un pan d'aidants aussi qui peuvent, être très soutenants. Il y a bien sûr des professionnels de la santé, santé mentale et périnatale, qui vont prendre en charge, ces femmes, et ces pères. Je le disais tout à l'heure, dans les CHU, il y a les unités, pour les parents, donc mère-enfant. Il y a aussi des psychiatres, des psychologues, et puis toute thérapie qui permet d'aller mieux, voilà, tout simplement. Et donc, sans aller jusqu'à la dépression du postpartum, eh bien, on peut se vivre dans cette, ambivalence d'aimer fort son enfant, mais d'être, fatigué. J'irai pas jusqu'à épuiser, parce que pour moi, vraiment, le mot épuisé, c'est vraiment, lessivé, à terre. Et là, dans ce cas-là, on rentre, dans un champ, de mots qui a trait à la dépression du postpartum. Heu, mais en tout cas, si on est dans un état de fatigue, d'être ouais, fatigué, mais d'aimer son enfant, mais d'être quand même fatigué de que son enfant soit collé à soi, ou d'être fatigué de voir, cette maison en désordre ou quoi. Eh bien oui, ça existe. Oui, vous n'êtes pas seul. Oui, c'est possible d'en arriver là. Et donc c'est comment, je prends soin de moi, de mon enfant aussi. Est-ce que je fais appel à une professionnelle? Est-ce que je fais appel à une doula? Est-ce que je fais appel à la PMI? Est-ce que je fais appel à à ma maman? Est-ce que je fais appel à une amie, une collègue? Voilà. Qui sont mes ressources? Quelles ressources j'ai envie d'avoir auprès de moi, en qui j'ai confiance et avec lesquelles je me sens en sécurité pour prendre soin de moi? Est-ce qu'il y a une émotion qui symbolise, selon toi, la charge mentale maternelle? J'avais une image là, j'ai envie de la partager, c'est l'implosion. Imploser à l'intérieur de soi, sous cette charge. Et en termes d'émotions, en fait, c'est très divers et varié en fonction des mamans. J'ai des mamans qui vont être très, très en colère de pas être soutenues, et cetera. J'en ai d'autres qui vont être tristes, dans la fatalité de se dire: «Bah, voilà, je ne serai pas soutenue». Il y en a d'autres, qui vivent de la charge mentale, mais qui ont aussi cet esprit de lâcher prise et qui sont dans un
dans un truc de quasiment Jean Foutisme. Donc en fait, chaque émotion, le spectre des émotions est très large, donc je peux pas en mettre une en particulier. Voilà. En tout cas, moi, dans ma symbolique à moi, en personnel, je vois vraiment une émotion autour du feu, de la colère. Les pressions invisibles et leurs impacts. Quels sont les comportements quotidiens qui montrent qu'une maman porte trop? Eh bien, la fatigue. La fatigue, les émotions à fleur de peau. Le fait qu'elles le disent, hein, des fois, tout simplement, elles le disent. C'est trop, j'en peux plus. Voilà, ça c'est clair et net. Le fait qu'elles ne se posent jamais, qu'elles soient toujours en action. Comment la société entretient-elle des injonctions irréalistes autour de la maternité? Eh ben, déjà en demandant à une maman de reprendre le travail, quasiment, juste après d'avoir accouché, c'est-à-dire, moins d'un trimestre après, c'est complètement aberrant. Qui demande à une maman de reprendre, le travail pour les auto-entrepreneuses, quasiment tout de suite après, quand il n'y a pas eu d'assistance de ce côté-là. Qui demande à des mamans de reprendre avec des professions qui ne sont pas adaptées, à la reprise d'un travail. Je pense aux mamans militaires, je pense aux mamans gendarmes, aux mamans, voilà, à toutes les mamans qui peuvent se reconnaître dans ce type de travail, où c'est pas réaliste en effet de retourner, sur un lieu de travail. Je pense à toutes les mamans allaitantes, qui n'ont pas accès, dans leurs entreprises, qui doivent se battre en fait pour avoir accès au minimum de ce que la loi demande, c'est-à-dire avoir un espace, intime, où on peut, tirer son lait et que ce soit pas dans les toilettes en fait. Mais vraiment un espace intime, où, la maman peut tirer son lait. Je pense aussi à la partie carriériste où des entreprises, voient encore ça d'un mauvais œil de devenir maman, de partir en 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 congé maternel, en congé parental et en congé, de fin de grossesse. C'est assez, en congé maternité, pardon. C'est assez, aberrant, hein, offusquant et aussi, certaines mamans qui, perdent leur emploi parce qu'elles sont devenues mamans. Mais à nouveau, en fait, ça fait partie de notre culture, patriarcale. C'est qu'est-ce qu'on fait de cet état-là? Est-ce qu'on se révolte? Est-ce qu'on dit stop? Est-ce qu'on met en place, des politiques qui nous permettent d'être réellement soutenues en tant que mères? Je vois, ça me fait penser à une super révolte qu'il y a eu en Islande où les mamans, je ne sais plus quel jour, ont toutes décidé d'aller dans la rue et que les bébés, les enfants seraient pris en charge par les pères. Et en fait, ça a créé un blocus général parce qu'il n'y avait plus personne pour prendre soin des enfants et bah, tout le monde était, tous les pères étaient à la maison pour prendre soin des enfants et les mères étaient, dehors, en train de dire stop et de là, il y a eu de réelles avancées. Mais c'est comment, ensemble, collectivement, on met en place des choses concrètes, en fait, voilà. Donc comment la société entretient les injonctions irréalistes, autour de la maternité? Elles sont nombreuses, hein. C'est ça touche, à tout. Ça touche même au regard de la femme enceinte, à comment elle doit se comporter. Je pense à des mamans qui adorent aller en festival et qui se sont laissées regarder d'une certaine manière en se disant: «Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu pas à ta place, tu enceinte et alors?» Une maman a le droit de danser, a le droit d'écouter de la musique fort, a le droit de rire fort, a le droit voilà, arrêtons avec ces ces injonctions en effet, ouais, ces injonctions au corps, à la remise en forme très vite aussi en postpartum, en fait, je pourrais faire un énorme laïus, une conférence entière là-dessus. Quel rôle jouent les réseaux sociaux, la comparaison, les attentes des proches? Les réseaux sociaux, à mon sens, sont tranchants, dans le sens où on peut s'informer, sur les réseaux sociaux auprès de professionnels, mais aussi on peut se désinformer, se laisser désinformer sans s'en rendre compte. Par, des personnes, mal intentionnées ou qui pensent avoir une vérité absolue, voire sectaire et là, dans ce cas-là, c'est comment je prends soin de moi, voilà. Quel est mon libre arbitre et quel est mon où se place, ma réflexion et ma remise en question. La comparaison est inévitable quand on suit, des profils,
Je pense à des mannequins qui sont remises immédiatement après leur postpartum, qui sont sur talons aiguilles et qui défilent à nouveau. Et je pense aussi à d'autres mannequins, là je parle de mannequins, mais je pourrais parler de toute autre personne, mais je pense aussi à d'autres mannequins qui s'affichent sans maquillage et qui montrent leur forme de postpartum, et voilà, je trouve ça beau. Il y a des mini révolutions là-dessus où, on a pu voir des mamans, qui avaient vécu une césarienne montrer leurs cicatrices. On a pu voir, des mamans qui avaient, un un ventre du postpartum avec des vergetures, qui ont pu montrer leur ventre. C'est comment je fais corps avec mon corps, quoi. Comment je fais corps aussi avec, les réseaux sociaux. Est-ce que je suis trop dessus? Est-ce que je suis pas assez dessus? Et pas assez, je crois pas. On est toujours beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Et en effet, les attentes des proches, je suis assez surprise, de vivre, des accompagnements où, les familles ou les belles familles sont très, insistantes sur, la reprise de la sexualité, en postpartum. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire? En fait, les seules personnes qui sont, intéressées, du sujet, ce sont les personnes qui vont vivre cette sexualité. L'idée, c'est qu'il y ait consentement absolu de la part des 2 personnes, et tant que c'est pas le cas, non. Voilà. Je reprends un dernier rapport que j'ai lu là récemment où, 20 des femmes qui ont à nouveau une sexualité en postpartum ne sont pas consentantes. Voilà, c'est quand même, dingue. À l'heure où en 2026, récemment là, on vient d'abolir le devoir conjugal. C'est Voilà, entre le moment où une loi, est passée et le moment où ça va être vraiment actif dans les pensées d'absolument l'entièreté de la population, il va se passer, à minima une génération. Quels impacts concrets observes-tu sur la santé physique et émotionnelle des femmes? Je vois qu'il y a un délabrement. Je fais le triste constat d'un délabrement, notamment parce qu'il n'y a l'accès aux soins est de plus en plus complexe. Parce que la quantité et la qualité de professionnels sur, le territoire est de moins en moins présente. La santé physique, on peut voir, ce qui est dans nos assiettes, ce que les lois, permettent, en termes, d'accès, aux pesticides ou non. En fait, c'est qu'est-ce qu'on s'offre, en termes de mieux-être, d'alimentation, saine, de compléments aussi alimentaires. Bref, c'est très, très large ce sujet. Bien sûr, il y a des impacts concrets et émotionnels, ouais, ça rejoint la santé mentale. Et après, à côté de ça, donc ça, c'est ce que j'observe, et à la fois, les accompagnements que j'ai, ces derniers temps, ce sont des accompagnements où les mamans sont 100 investies dans ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Et à la fois, j'ai la croyance que c'est ce que je reflète. J'ai les accompagnements, heu, je les personnes que j'accompagne me ressemblent de par le reflet que je renvoie aussi du type d'accompagnement que j'ai. Le délabrement, c'est vraiment d'un point de vue, l'augmentation du nombre de suicides maternels, l'augmentation, de la dépression du postpartum, l'augmentation des sentiments des mères qui se sentent en isolement. Les chiffres sont là, hein. Malheureusement, les chiffres sont là. Voilà, et à côté de ça, j'ai envie de célébrer toutes les associations, petites ou grandes, locales ou nationales, qui agissent pour que les mères ne soient pas seules, pour que les mères aient accès à des repas chauds et équilibrés, pour que les mères aient accès, à des professionnels de l'écoute. Comment une doula peut-elle aider une mère à alléger sa charge mentale? Eh bien, en étant présente auprès de la mère et en l'aidant de manière logistique. En lui faisant tout simplement ses tâches ménagères, heu, mais aussi en prépartum. Moi, j'aime créer des plans d'action concrets, de postpartum. Postpartum rêvé. Bah, voilà, moi je rêve en postpartum, d'être, chouchoutée au maximum, que tout soit fait autour de moi. OK, et ben, on va là-dedans. Eh bien, qui tu as envie de voir auprès de toi? À hauteur de combien de temps, par jour, ou par heure? Est-ce que tu as envie que les personnes t'adressent la parole, ou est-ce que tu veux que tout soit fait en avec discrétion? Est-ce que tu veux des repas ou est-ce que tu aimes cuisiner? Est-ce que tu as envie
Et donc, on va créer un plan détaillé et ensuite contacter toutes les personnes où la personne se sent en sécurité. Et voilà, on peut créer un train des repas, par exemple, pour que maman puisse avoir accès à des repas sains, équilibrés, pendant toute sa période postpartum. Ça peut être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, en fait, ça dépend. C'est créer un plan concret pour permettre à la personne d'être autonome, d'être tranquille avec cette charge, que ce soit la charge matérielle, financière, émotionnelle, etc. Quels outils ou rituels utilises-tu pour apaiser les mères? Merci pour cette question. Eh bien, j'utilise la visualisation et le soutien auditif, c'est-à-dire une sorte d'ASMR pour les mamans, une sorte de papouille auditive. Voilà, pour l'instant, c'est encore en bêta testing, cette partie-là, mais en tout cas, la partie de visualisation, j'utilise pas mal cet outil-là pour permettre aux mères de se recentrer là où elles sont, dans leur jardin secret à elles, et ensuite aller vers là où elles ont envie d'aller, voilà. Leur permettre de se projeter là où elles ont envie d'aller, ou ce qu'elles ne veulent plus dans leur vie, ou ce qu'elles veulent se décharger, etc. Et puis un autre petit rituel, même si c'est pas vraiment rituel le mot, c'est que, les mères, que j'accompagne ont accès, et les pères ont accès à une médiathèque périnatale que j'ai construite, depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, elles et ils ont accès à des ouvrages, des informations sourcées, à des jeux de société, à des films, voilà. Comment réintroduire du partage et du soutien dans la famille et dans le couple? Par de l'écoute, par de la communication, par oser se dire, en posant des questions, en demandant, «Mais est-ce que là tu as besoin de soutien?» en, en posant les choses en fait concrètement de: «Tiens, qui fait quoi dans la maison? Heu, qui a envie de faire quoi? Est-ce qu'il y a des services qu'on peut externaliser ou internaliser? Est-ce que quelqu'un a de la joie, dans notre entourage à faire ça au lieu que ce soit nous? Est-ce que» voilà, réintroduire du partage, en osant faire des demandes, heu et en prenant soin quand on voit en tant que parent ou coparent de se dire: «Oh, mais attends là, mon partenaire ou ma partenaire, elle va pas bien, elle est en souffrance à cet endroit-là, ou elle je vois qu'elle ose pas demander». C'est oser demander: «Est-ce que tu as besoin de soutien? Je vois que tu fais très bien seule, j'adore que tu le fasses seule, mais est-ce que, là, moi, j'ai l'impression que c'est pas bon pour toi. Est-ce que, je peux reprendre le relais? Est-ce que tu acceptes que je reprenne le relais?» et cetera. Voilà, et ne surtout pas demander s'il y a besoin d'aide, notamment sur, là, je parlais plutôt sur des tâches qui ont été au préalablement consenties, de un tel, fait cette tâche-là et que hop, il y a bébé qui arrive et que les tâches n'ont pas été revues. Mais vraiment, ne jamais demander: «Est-ce que tu as besoin d'aide avec un enfant?» C'est je prends ma place de parent et j'agis en tant que parent pour le bien-être de mon enfant. Bien sûr en coopération avec, l'autre parent, mais vraiment, investir sa place de parent. As-tu un exemple d'accompagnement anonyme où tu as vu une transformation réelle dans la manière dont le mère vivait sa charge mentale? Oui, ça a été un travail pour la maman elle-même. Heu, donc j'étais sa doula, mais elle était aussi suivie en psy, par une psy, une fabuleuse psychologue, et en fait, ça a été un travail individuel sur elle où elle a fait tout un travail, où elle a lâché prise, de manière très, très forte sur sa charge mentale à travers un développement, personnel, voilà. Un suivi psy, qui a vraiment été très fructueux, et ça, c'était assez incroyable, à voir, de la voir, en préconceptionnelle, et de voir, tout ce qui a été, assez incroyable, pour elle, et aussi avec mon soutien, de mettre en place des choses très concrètes dans sa vie, voilà, pour qu'elle, se décharge un maximum, qu'elle garde ces espaces où, elle avait besoin d'avoir le contrôle et où ça lui faisait plaisir d'avoir ce contrôle, en partenariat avec son partenaire, et les endroits où là, c'était plus parce que c'était trop, c'était envahissant, et donc comment, elle a pu externaliser, la tâche ménage, par exemple, et à quel point elle adorait, faire, les valises pour partir en vacances, et où là, non, là, c'était son pôle à elle, c'était un gros kiff.
et son compagnon était à fond, à se dire: «Bah, oui, oui, c'est son kiff, moi, ça me dit pas tant que ça de le faire» et à côté de ça, des choses toutes simples où, la maman avait très peur, de couper les ongles de son enfant et voilà. Bah, je j'aime pas couper les ongles de mon enfant, est-ce que mon mari sait le faire? Non. OK. Bah, est-ce que, je sais pas, la voisine ou un tel a envie de le faire? Et c'est pas, comment dire? C'est pas délaisser son enfant, c'est juste, je n'aime pas le faire, je reste dans l'obligation de prendre soin de mon parent, bien sûr, mais s'il y a une personne autour de nous qui aime le faire, que l'enfant est OK, tout le monde se sent en sécurité, go, prenons ce temps, tout simplement. Sinon, en termes de transformation réelle, très souvent, en fait, ça vient de la maman. C'est un déclic d'elle-même, voilà. Moi, je suis juste, la personne, qui est là en support, mais pas du tout, qui va, changer drastiquement, un état de charge mentale. Je vais la soutenir, je vais pallier à cette charge mentale, sur les premiers mois, mais après, si c'est un travail psychologique dont elle a besoin, moi je vais pas intervenir là-dedans. Quel message tu aimerais adresser à une mère qui se sent épuisée, dépassée, peut-être en larmes, en nous écoutant? Bienvenue à tes larmes, bienvenue à ton épuisement, bienvenue à cet état de dépassement, bienvenue à ce que tu ressens. C'est là, c'est précieux, alors autant l'écouter. S'il y a une notion d'épuisement, je t'invite à consulter une professionnelle de santé périnatale. Et si tu te sens dans un état de fatigue, où tu as besoin de soutien, ose demander. Ose demander de l'aide, que ce soit à une proche, que ce soit une professionnelle, à une doula, qu'importe. Ose faire cette demande. Voilà. Et puis si cette demande, tu ne peux pas voilà, c'est trop fort pour toi, et bien que si tu es le coparent, je t'invite à agir. Voilà, à agir pour le bon de la famille, du couple. Et puis, ne pas oublier que, chaque minute est une nouvelle minute, chaque seconde est une nouvelle seconde, chaque jour est un nouveau jour, chaque année est une nouvelle année et que rien n'est figé. Ici et maintenant, c'est dur, c'est fatigant, c'est difficile. Chaque nouveau pas est une nouveauté, en fait, est un pas vers, le nouveau toi. Et tu restes bien sûr l'experte de de ce que tu ressens. Fais-toi confiance. Comment peut-on reconnaître qu'elle a besoin d'aide? Hem, Émotion à fleur de peau, fatigue, automatisme dans les mouvements, et dans les actions, le fait de ne pas du tout se poser, le regard parfois qui peut être fuyant. Les mots, bien sûr, écouter les mots. S'il y a vraiment les mots épuisés, fatigue, et cetera, là, c'est évident. Heu, des difficultés à se lever, des angoisses, du stress. Quelles ressources concrètes peux-tu activer autour d'elle? Les ressources, vont être diverses. Alors si c'est une maman qui a déjà des ressources en elle, et bien, en fait, je vais lui poser les questions. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être fatiguée? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui te ressourçait? Et puis des fois, pouf! Ah bah oui, en fait, juste, prendre l'air, ça me faisait du bien. Ah, marcher ou aller boire un verre avec mes copines, ça me faisait du bien. OK. Est-ce que c'est possible de mettre en place ça, soit ici et maintenant, soit dans 2 heures, soit demain? Est-ce que tu as envie de mettre en place une routine pour toi? Et puis des fois, ça suffit et puis des fois, il faut aller plus loin. Des fois, ça va aller sur des ressources extérieures. Ou, bah, voilà, en fait, moi, ce qui me ressource, c'est de me faire masser. J'ai ma super masseuse, je vais prendre rendez-vous. Puis des fois, c'est, heu, bah, en fait, j'ai besoin d'un accompagnement doula, pour, que la nuit, bébé soit pris en charge et que moi, je puisse dormir. Ou, des baby-sitters, de nuit, nocturnes. Voilà, tout est possible. Ça va être aussi bah, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place des ressources concrètes comme, le petit train du repas en postpartum où tout le monde, toutes les personnes qui aiment cuisiner autour de soi offrent un repas ou le congèlent, le préparent, l'apportent sans rien dire, avec discrétion ou avec un petit mot ou avec, voilà, un petit temps, un petit café, et puis toujours respecter, ce truc de,
je me barre, je ne reste pas, je ne m'éternise pas. Sauf si bien sûr il y a un besoin de contact.